bonsoir à toutes et à tous. Un nouveau séminaire de droit comparé de la propriété intellectuelle ce soir, donc de 17h à 19h. Donc après l'Argentine, après le Brésil, eh bien, de nouveau l'Amérique latine à l'honneur avec le Mexique. Ce soir, trois intervenants nous présenteront des aspects donc, de la propriété intellectuelle au Mexique. Alors, je laisserai bien évidemment Karina les présenter un peu plus en détail, mais je les présente de manière plus succincte. Nous avons tout d'abord Marta Carolina Jiménez Pereira, qui interviendra sur la propriété intellectuelle et les ADPIC, et ce sera la première intervention, et intervention très importante, puisque ça permettra de cadrer évidemment le contexte juridique, le contexte du droit positif au Mexique. Et on a eu l'occasion d'évoquer cette question de l'impact des conséquences des ADPIC au Brésil ou plutôt en Argentine. Et évidemment, cette question est tout aussi prégnante pour un pays comme le Mexique, donc elle débutera sur cette problématique. Ensuite, José Francisco Camarena interviendra sur la responsabilité la responsabilité donc, en matière de propriété intellectuelle et plus particulièrement, il envisagera la question des réformes les plus récentes en matière de droit d'auteur sur ces questions, et cette intervention se fera en anglais. Et ensuite, Cynthia Solis interviendra sur le sujet les points clés des réformes aux lois de propriété intellectuelle au Mexique, puisque justement, il y a eu des réformes là aussi assez récentes, et d'où l'intérêt de présenter le droit mexicain de la propriété intellectuelle ce soir. Alors j'en profite tout de suite pour vous remercier pour votre participation, d'avoir répondu positivement à ma sollicitation, et vous avez répondu très rapidement, donc un immense merci. Et je cède tout de suite la parole à Karina, qui ce soir représente les étudiants des Masters 2 Pro et qui va nous dire un petit mot non seulement sur l'association, mais également sur les intervenants. Karina, c'est à vous. Monsieur Basir. Welcome, ladies and gentlemen, to the 5th edition of the online conference on comparative law. It is my privilege to have you here to explore the topic à la découverte de la propriété intellectuelle au Mexique. My name is Karina López Arredondo, and I am a member of the Asociación de Masters Profesionales at CEIPI. Today, I have the honor of representing the Asociación, headed by the president Inés Dauphin and the vice president Daniel Maria Celan. We are immensely grateful with Monsieur Basir for the trust and support to the Asociación. Without him, this would not be possible. It is also my pleasure to introduce to you our esteemed panel of speakers joining us today: Marta Carolina Jiménez Pereira, Cynthia Solis, and José Francisco Camarena López. Their online presence today will cover a diverse array of insights associated with the subject matter. Welcome all, and thank you for joining. Before we jump into the exciting world of comparative law, for those of you who are not familiar with us, I would like to briefly give you some context of our Asociación. We're students from the 3 Masters Pro programs at CEIPI. Our aim is to connect all the CEIPI students, current students, and former alumni to build active networks that fosters diversity and promotes the value of an excellent education offered by CEIPI. The Asociación promotes training of its members through organized events such as conferences, podcasts, and more activities. Our seminars on pop culture are on Tuesdays, and comparative law seminars are on Thursdays. You can sign up for our events free on Eventbrite. The links are provided on our social media. Please follow us on Instagram, Facebook, Twitter, and LinkedIn to find out more. You can find the recordings of past episodes on Facebook and YouTube. These events are open to everybody, and we invite you to sign up to any of our future events. Lastly, let me also take a moment to talk to you about the Student Aid Fund. The Asociación CEIPI has set up a support fund which aims to help students in their professional success by granting merit scholarships for students who do not benefit from state scholarship. Also, financing some activities proposed during the academic year, such as visits to EWIPO, EPO, and other. We have several exciting plans for when the lockdown is over.
for which we are looking for sponsors and partnerships with companies, IP consulting firms, and law firms. If you're interested in getting involved, please find in the chat panel all the information you need to make a donation and contribute to this fund. Now, just some guidelines for today's session. We will be discussing any questions at the end of each intervention. Please feel free to leave questions and comments in the Zoom chat within the Q&A section or on Facebook. Monsieur Basir, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ah non, non, c'était parfait, c'était complet. Donc, je vous laisse présenter nos intervenants d'aujourd'hui. Bon, merci. Without any further to add, I would welcome to our first presenter, Marta Carolina Jiménez Pereira, who will present La propriété intellectuelle et les ZAPIC. She is a Doctor of Laws from the Legal Research Institute of the Universidad Autónoma de México and has a postdoctorate in law at the Meridional Institute of Rio Grande do Sul, Brazil. Currently, she is pursuing an international postdoctorate in new technologies and law at the Mediterranean International Center for Human Rights Research in Italy. Mrs. Jimenez holds a master's degree in private law from the Universidad Nacional de Rosario, Argentina, and has law degrees from Mexico and Paraguay. She is also a French translator and interpreter for the Universidad de Asunción and the Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. As a lawyer, she has pleaded in intellectual property and new technologies law at the law firm Olivares y Compañía in Mexico, and has been a researcher in universities of Mexico, Spain, and currently in the Federal University of Bahia in Salvador, Brazil. She has participated in several national and international intellectual property forums. Welcome once again, Mrs. Jimenez. Please share with us your thoughts. Muchísimas gracias, Karina. Bonjour à tous, bonsoir plutôt en France. Et je voudrais surtout remercier les autorités du CIP, surtout M. Basir, pour l'invitation et l'organisation de ce débat. Également remercier l'ensemble administratif pour le soutien et la disponibilité si présente. Merci Teresa. Enfin, remercier les élèves pour cet accueil virtuel et si chaleureux, ainsi que pour l'intérêt vis-à-vis des questions concernant l'Amérique latine, et dont je suis témoin depuis février dernier à l'occasion du cours que j'ai donné au CIP. Alors, je vais partager ici un petit PowerPoint que moi j'ai préparé pour tous, et j'espère que ça ira bien. Et alors, je commence avec mon sujet, que c'est la propriété intellectuelle et les ZAPIC. Je sais très bien que j'ai 20 minutes pour parler, alors je vais respecter le temps dans la mesure du possible. Et bon, je voudrais d'abord dire quelques points de référence. Lors du deuxième forum d'évaluation des ZAPIC en 2016 au Mexique, les intervenants déjà discutaient la solution difficile et complexe des problèmes de propriété intellectuelle dans les pays en voie de développement, dépendant des technologies et avec des graves problèmes même de dignité. Et en parlant des brevets, on sait très bien que c'est un indicateur de développement, d'innovation, d'accès à la connaissance et son attribut, pour aussi difficile que cela puisse paraître, est la diffusion, la socialisation de l'information, objet de protection et du monopole temporaire. Grosso modo, on peut dire que dans cette période qu'on nomme post-ZAPIC, on remarque plusieurs choses. Et d'ailleurs, et d'abord, une évolution scientifique et technologique continue, mais aussi une multiplication des créations intellectuelles avec des cercles sociaux qui réclament leurs œuvres, ainsi qu'une voracité des sociétés transnationales dans de divers aspects. Il se met également en évidence des tensions entre les droits humains d'accès à la santé, à l'alimentation, au progrès de la science et de la culture et la rigidité du système de propriété intellectuelle. Alors, après les 20 ans de ZAPIC, il a fallu faire quelques réflexions sur la situation du Mexique et la nécessaire révision de son système de propriété intellectuelle du point de vue d'un pays en voie de développement. Et ce fait est arrivé en consonance avec le nouveau TEMEC, que c'est l'accord de libre-échange qui remplace le NAFTA, en espagnol on dit TELECAN,
en vigueur aussi à partir de cette année. Et je passe la prochaine, voilà. Et ouais, c'est celle-là. Et c'est ainsi qu'en suivant cette tendance, le 1er juillet de cette année, 2020, a été publié le décret pour lequel le Mexique adopte sa nouvelle loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle, abrogeant ainsi la loi précédente. Son entrée en vigueur a été récemment, le 5 novembre de cette année, malgré les affrontements intellectuels et les débats houleux, pas seulement académiques, sinon et surtout sociaux. Aussi, le 1er juillet a été publié un décret modifiant et ajoutant diverses dispositions de la loi fédérale sur les droits d'auteur qui est entrée en vigueur le 2 juillet. En d'autres termes, on peut alors mentionner que les deux lois sont promulguées dans le cadre du TEMEC, de l'adhésion du Mexique au TEMEC, au récent TEMEC. Et en parlant de la nouvelle loi fédérale sur la protection de la propriété industrielle, on dirait tout d'abord qu'elle réorganise des questions qui, en raison soit de défauts techniques, soit de réformes superposées, avaient déjà rendu irréalisable la loi antérieure. Je passe maintenant la suivante. 3 aspects se remarquent. Et en premier, l'amélioration de la procédure. En deuxième, l'extension de la validité de certains titres, comme les brevets. Et en troisième, les clarifications conceptuelles. De plus, la loi intègre une série de règles et de critères qui ont été observés dans la pratique, mais trouvent désormais un support normatif, comme les droits de priorité dans le domaine des brevets, dont je parlerai tout à l'heure. Et je vais alors relier les brevets avec ces aspects que je viens de citer. En premier terme, je citerai comme nouveauté, et importante, on dirait, qui concerne les services que l'Institut mexicain de la propriété industrielle, c'est-à-dire l'INPI, fournit par voie électronique, qu'en fait avait progressé technologiquement, mais ne disposait pas d'un nécessaire cadre juridique. Par ailleurs, on peut dire que l'INPI a désormais des superfonctions, ce qui représentera un véritable défi quant à l'adéquation des changements et mises en œuvre pour les fonctionnaires ainsi que pour les avocats plaidants. En deuxième terme, des questions conceptuelles sont clarifiées ou ajoutées, comme l'utilisation du mot créateur par l'article 38 pour désigner en particulier les dessins et les modèles industriels. Et c'est la première fois que le mot temporaire apparaît dans l'article 36, qui limite ou laissait naturellement et renvoie au droit d'exploitation exclusif des brevets. Et je vais connecter mon ordinateur et alors je continue. Et ensuite, il y a aussi la présomption de l'article 39 qui apparaît remarquablement en faveur de celui qui apparaît comme inventeur, designer ou créateur dans la demande du registre, qui aura désormais les droits d'être reconnu, et je remarque ce mot reconnu, avec un tel caractère, faisant ainsi disparaître la conception de la loi précédente qui disait que ces droits étaient accordés par l'autorité administrative, seulement à partir de la concession du titre. Voyons, ils sont donc reconnus. Ceci est une vision qui coïncide davantage avec les droits naturels d'un inventeur sur sa création. Et cette vision coïncide aussi avec des positions plus modernes et orientées vis-à-vis d'une conception d'une propriété industrielle en tant que droit de l'homme. On retiendra ici que les droits d'inventeur, designer, créateur ne peut pas être objet de renonce et toute rénonciation à ce propos est considérée comme inexistante. Alors, on peut relier surtout avec des questions concernant les droits d'auteur et la paternité de l'œuvre, désormais. Après, il y a aussi certains détails sur les définitions fournies par la loi, comme l'état de la technique, l'activité inventive, etc., qui sont maintenant mises en évidence.
Et voyons, dans la définition de l'activité inventive, il y a l'incorporation du mot obvio, c'est-à-dire logique, obviousness en anglais, du droit anglo-saxon, et en plus du mot évident, qui relève un élargissement des possibilités de rejet d'une demande pour le fait de ne pas avoir prouvé cette exigence. Par contre, pour la définition d'application industrielle, la modification bénéficie au promoteur, car elle passe de l'exigence que l'invention ait une utilité pratique, c'est-à-dire prouver l'effet, à celle qu'elle puisse être produite ou utilisée, c'est-à-dire prouver la seule possibilité. C'est important ça. Il faut se référer aussi à l'état de la technique et ici, à titre d'exception, au délai ou période des grâces, en sachant que le délai des grâces pour la présentation de demandes éventuellement affectées des nullités en raison d'actes de divulgation est généralement invoqué par les inventeurs nationaux qui, et surtout par ignorance, se sont trouvés avec des situations de ce type. Alors, l'article 52 dit « ne sera pas considéré comme état de la technique pour une demande la divulgation de l'objet faite par l'inventeur ou son successeur directement ou indirectement, ou, les cas échéants, un tiers ayant obtenu ces informations, directement ou indirectement aussi, pendant les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande, ou, les cas échéants, de la priorité reconnue. » Alors, le nouveau libellé présente des avantages pour le déposant du brevet, car il est dispensé de l'obligation d'inclure des justificatifs de la diffusion pour laquelle cette exception a été invoquée. Et ça aussi, c'est important. D'un autre côté, en incluant expressément la divulgation directe ou indirecte, comme moi j'ai remarqué, on ouvre considérablement la possibilité d'invoquer le délai de grâce dans une demande. Et ça, c'est une grande nouveauté aussi. Un autre avantage, c'est la présentation par entière sans autorisation qui a obtenu des informations directes ou indirectes de l'inventeur. Et ce fait ne détruit pas la nouveauté si cela se fait dans le délai fixé. Cette dernière addition est de la plus haute importance car permet d'éviter des pratiques indésirables de fuite d'informations ou de divulgation de l'inventeur par lesquels les opportunistes profitent avec des actes qui entraînent la perte de nouveautés au détriment de l'inventeur légitime. Enfin, je parlerai des questions un peu plus compliquées dont il est difficile d'avoir un consensus en doctrine. Comme on le sait, la question des brevets est l'un des sujets qui soulève les plus de différends dans les négociations des accords de libre commerce, en raison de l'importance économique qu'ils comportent pour leurs titulaires. Je reviens maintenant sur les extensions des brevets. On retiendra ici, au Mexique, la figure du certificat complémentaire, lequel est maintenant reconnu pour les brevets qui qualifient pour ces bénéfices. En fait, et parmi les sujets les plus débattus, on remarque que ce type d'extension des brevets, le certificat complémentaire, par lequel on a le droit de demander une durée complémentaire à titre de compensation de validité jusqu'à un maximum de 5 ans en raison du temps de retard de concession pendant la délivrance par l'INPI. Et ça, c'est la première fois, qu'on voit ces extensions incluses dans le système normatif mexicain en matière de propriété industrielle. Et en parlant maintenant du droit des priorités, je reviens sur ça, et en fait, ce droit est doté avec plus de force en tant que figure reconnue par la loi, avec des nuances spécifiques, et que je n'expliquerai pas en raison du temps, mais je peux dire qu'elle ajoute par conséquence plus de certitudes juridiques aux titulaires. Cela se met en évidence surtout avec une mention précise des délais pour l'invoquer dans la nouvelle loi, et on peut le voir dans l'article 41. En parlant d'autres aspects, on souligne d'abord comme nouveauté sans précédent la non-protection des inventions déjà brevetées, en garantissant expressément avec les mots
ils ont mis les mots domaine public. Ce critère pourrait donc limiter la concession des brevets dits de deuxième usage, aussi assez, avec des débats assez compliqués toujours, c'est-à-dire de nouvelles formes pharmaceutiques et de nouveaux composés. Ainsi, dans l'article 50, textuellement, on peut voir que l'Institut, lors de l'examen, quand au fond et lors de l'octroi des droits, doit assurer les domaines publics et empêcher les doubles brevetages de la même invention. Et ce précepte est clairement dédié à la propriété industrielle et surtout à l'industrie pharmaceutique, qui a eu pour pratique constante la recherche des brevets complémentaires liés à un premier brevet principal. La mention actuelle vise alors à éviter le scénario connu sous le nom de evergreening, dans lequel, grâce à multiples brevets, il est créé une sorte de blindage qui limite l'entrée des génériques. Cependant, il est clair que la rédaction légale est assez large et il faudra observer le critère adopté pour l'INPI dans la pratique, ainsi que les dispositions qui viendront dans le futur règlement de cette loi. Un autre aspect important, ce sont les exclusions. En parlant des inventions, la nouvelle loi intègre des nouveaux motifs de rejet de certaines inventions, essentiellement pour des raisons éthiques, répondant ainsi à certaines tendances internationales. En effet, l'article 49 définit d'une forme énonciative et pas taxative quelles sont les inventions qui ne sont pas objets d'un brevet, en ajoutant une série d'hypothèses de la plus grande pertinence, c'est-à-dire les inventions dont l'exploitation commerciale est contraire à l'ordre public ou à une disposition légale, y compris celles dont l'exploitation doit être empêchée pour protéger la santé ou la vie des personnes, des animaux ou des plantes, ou pour éviter des graves dommages à l'environnement. Dans les cas des procédures de clonage et de modification d'identité génétique, il est important de mentionner que la restriction concerne uniquement ce qui a à voir avec l'ex humain. Par conséquent, la loi reste ouverte à la délivrance des brevets liés à l'ingénierie génétique appliquée aux animaux et bien entendu à d'autres types d'êtres vivants. Cependant, la loi elle-même précise que le brevetage des procédures de modification d'identité des animaux ne sera pas autorisé qu'à condition d'éviter des souffrances. Désolée pour les avions ici. D'éviter des souffrances sans utilité médicale ou vétérinaire substantielle pour l'homme ou pour l'animal et pour les animaux résultant de ces procédures. Même qu'il s'agit d'un procès législatif dont la loi européenne nous sert de modèle, on le sait. À propos de cela, moi, je me réserve des commentaires sur les mots substantiels pour des raisons évidentes. En dernier, je mentionnerai rapidement que la loi augmente la validité du modèle d'utilité qui passe de 10 à 15 ans. Et en parlant des conclusions, je dirais qu'en sachant que la connaissance est l'un des plus grands actifs d'une nation et elle fait également partie de son patrimoine, la gestion équilibrée d'intérêts publics et d'intérêts privés est essentielle. D'une part, pour garantir l'avenir de la science, de la technologie et de l'innovation, et d'autre part, pour élargir les domaines publics et de limiter les frontières entre telles sciences, technologie et innovation et l'appropriation privée. Et en ce sens, les droits de propriété intellectuelle agissent ou devraient agir comme des outils adaptés à un cas spécifique avec des objectifs de développement et d'innovation lorsqu'ils sont bien gérés. Cependant, il faut être attentif aux distorsions et aux restrictions concernant l'utilisation des connaissances, telles que les monopoles ou des situations où des pays sont déplacés en restant en dehors du système économique ou culturellement. La bonne nouvelle, c'est le fait que la nouvelle loi mexicaine maintient une orientation favorable vis-à-vis des protections des droits. Le vrai défi sera alors son effective mise en œuvre. Dans tous ces cas, le problème, c'est que, comme dans la plupart des pays de l'Amérique latine,
La partie technologiquement développée se bat pour des normes de protection plus élevées, tandis que les pays moins développés essayent de maintenir des positions conservatrices afin de réduire des charges économiques dans le paiement des brevets. C'est dans les domaines socialement sensibles, tels que la médecine, que la question remet une importance particulière, étant donné les pressions internes auxquelles les gouvernements sont confrontés pour donner accès à la santé. C'est ainsi qu'on peut dire que, et comme ça je conclus déjà, que cette version de la législation de la propriété industrielle n'a pas juste été exemptée des discussions sur les questions des brevets, mais elle a aussi causé la plus grande tension en tant que définition de la portée de la protection. Alors, je laisse ces réflexions pour tous et je crois que c'est de la plus grande importance, surtout relier la nouvelle loi de propriété industrielle avec les tendances des accords internationaux et réfléchir à ça. Et des solutions pratiques ont été trouvées toujours pour les parties, mais il existe encore plusieurs points à clarifier dans le futur, comme je l'ai dit, règlement de la loi et dans l'application pratique de l'INPI, comme je l'ai déjà annoncé. Merci beaucoup. Thank you very much for your interesting insight, Ms. Jimenez. Now, anyone has any questions? Monsieur Basir? Oui, merci beaucoup Martha pour cette brillante intervention. J'ai effectivement quelques petites questions alors, qui sont peut-être moins juridiques, et plutôt politiques en fait. J'avais posé la question, comme je l'ai dit à titre introductif, aux intervenants d'Argentine il y a maintenant 2 ou 3 semaines de cela. Si on remonte 20 ans en arrière, quelle a été en l'occurrence, là, c'est plutôt 26 ans, mais quelle a été la réception en fait de l'accord sur les ADPIC au Mexique? Et je vous pose la question parce que je sais, comme ça a été dit à titre introductif également, vous avez une expertise qui va bien au-delà du Mexique puisque vous êtes professeur au Brésil. Et est-ce que vous avez senti une distinction typiquement entre la réception des ADPIC au Mexique, donc éventuellement comme étant une contrainte, vous l'avez dit à la fin, c'est-à-dire que pour les pays les plus développés, un droit de propriété intellectuelle fort est important. Pour les pays qui sont en développement et peut-être ils ont une approche un tout petit peu différente. Donc voilà, ma question c'est quelle a été la réception de l'accord sur les ADPIC au Mexique? Est-ce que ça a été vraiment perçu comme étant une contrainte? Et est-ce que vous voyez une différence par rapport au Brésil? Et bon, et la situation, merci pour cette question et cette intervention, Monsieur Bassir. Et la situation est un peu plus, un peu plus pareille pour l'Amérique latine, pour tous les pays, parce qu'on sait très bien qu'on est tous en voie de développement. Ça montre déjà une situation réelle dont j'ai déjà parlé. Mais par rapport au Mexique, c'est la situation, c'est la localisation du Mexique qui rend plus importante et plus intéressante et les négociations des accords internationaux. Et en parlant du TMEC, du TPP aussi, que c'est vers le côté Pacifique, les pays assinants sont du côté Pacifique, et la proximité avec les États-Unis, en pensant aussi qu'avec le Canada, on a des grandes différences en pensant en mettant le Mexique avec le Canada et les États-Unis, on sait très bien qu'il y a d'énormes différences. Par rapport au Brésil, c'est un père, comme dit très bien, on connaît très bien que le Brésil, c'est un pays continental. Alors, il vit dans sa propre réalité. Et moi, je dis toujours aux élèves au Brésil que le Brésil, il est autosuffisant. Alors, je crois qu'il est un peu différent la situation du Brésil en tant que pays continental. Le Mexique, il a quand même besoin de boissons. Et le Brésil, on peut penser qu'il se gère tout seul. On pourrait dire un peu en ligne très simple, Jean, seulement pour illustrer les différences entre le Brésil et le Mexique. Je crois que c'est plus délicat la situation en Amérique du Nord. Je ne sais pas. On vous a perdu, Martha.
L'image est figée et il n'y a plus de son. Ah bah là c'est des il n'est plus là. Ah, c'est bon, vous êtes revenu. Le son, Martha, le son. Remettez le micro. Il faut que je répète alors. Non, il y a juste eu la toute fin. Je pense qu'on a eu quasiment l'ensemble de Allez, votre ok. réponse. Je ne sais pas si j'ai Euh, bien répondu alors à votre si, question. non, vous avez répondu. Alors, je vais continuer, sur une vision peut-être encore une fois un peu plus large. Est-ce que vous avez parlé d'avenir, donc évidemment plutôt centré sur le Mexique, mais la propriété intellectuelle, évidemment, a besoin d'évoluer d'une manière globale. Ça ne concerne pas que le Mexique. La propriété intellectuelle, aujourd'hui, ne joue peut-être pas le rôle qu'elle devrait jouer pour l'ensemble des États. Et en fait, ma question, c'est est-ce que est-ce que vous pensez que le multilatéralisme a encore un intérêt s'agissant de la propriété intellectuelle, ou est-ce qu'il faudrait peut-être plus s'orienter pour avoir des droits de propriété intellectuelle forts, s'orienter vers le bilatéralisme, comme on a l'impression que ça se développe de plus en plus. Évidemment, je pense à l'accord entre le Canada et l'Union européenne, où on a un volet fort sur la propriété intellectuelle. Et je me demande en fait si voilà, le multilatéralisme qui était la norme dans le domaine n'a pas fait ses preuves, enfin, finalement Je en crois bout de que course. Ouais, je crois qu'on peut penser aussi à l'accord Union européenne-Mercosur. Hmm. Et c'est aussi assez important ça. Et on touche d'autres domaines de la propriété intellectuelle, tels que les indications géographiques. Et on le sait très bien que ça a été aussi objet d'énormes débats. Et ça n'a rien à voir avec les brevets, mais il paraît que la solution, c'était plutôt bi et pas multi. Et moi, je l'aborde ça dans ma thèse de doctorat, Jean. Et je crois qu'on ne peut pas mettre tous les pays dans dans la même position vis-à-vis de la OMC, par exemple. Ce n'est pas la même réalité. Même entre nous, il y a de larges différences. On est tous différents. Et le Mexique, il n'a rien à voir avec le Brésil ou avec l'Argentine ou avec le Paraguay, un petit pays avec l'Uruguay. On produit d'autres choses en Amérique du Sud. Et le Mexique, il s'engage plutôt avec le commerce avec l'Amérique du Nord, orienté aussi avec l'Europe. Alors, on ne peut pas traiter tous de la même manière. C'est ça ce que je veux dire. Alors, des accords bilatéraux seront plutôt la tendance, à mon avis, au lieu de multi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre Ah, commentaire. si, totalement. Merci Et, beaucoup, et moi, Martha. je vois, Jean, aussi que vous, les Français, vous êtes très sensibles, et, il faut le dire, aux questions des pays en voie de développement. Et ça, c'est remarquable. Hein? Et ça vous intéresse, ça revient toujours dans les débats. Et avec la France, je crois que on peut remarquer ça. Ah bah écoutez, je sais pas. Je ne sais pas, merci. On le prend évidemment comme étant un compliment. En tout cas, merci pour cette réponse. Et je tire à peu près le même constat que vous. Je pense que la clé aujourd'hui est plutôt dans le bilatéralisme, sauf et là aussi peut-être que je pourrais avoir votre avis, sauf si on touche à un sujet qui serait plutôt global. Et je me demande si la propriété intellectuelle pourrait pas venir se greffer aux discussions sur les discussions donc sur le développement durable. Et justement, ça serait peut-être un moyen de repenser la propriété intellectuelle grâce à cela. Et là, on serait dans un schéma de multilatéralisme. Ouais, voilà, repenser la tendance internationale et aussi la position de la OMC. Et en parlant de tout ce que vous avez dit, Jean, je crois que c'est plutôt à deux ou à trois qu'on va trouver plutôt des solutions. Très Merci. bien. Merci beaucoup, Martha. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. Alors, si par extraordinaire, d'autres questions devaient venir, vous confirmez, Karina, on les poserait par la suite. Yes, there's no questions on Facebook right now, but you can still send us your questions later. Okay.
Ms. Jimenez, is there anything else that you would like to add? On peut parler en français, Karina? Oui. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, non, merci. Je remercie encore l'espace, le débat, et ainsi que le commentaire. Je reste ici à disposition. Merci. Merci beaucoup. Continuing with our second guest, Jose Francisco Camarena Lopez. He will present us the IP's liability in Mexico, recent reforms to the copyright law. Jose Francisco. Karina, vous avez coupé votre micro. Voilà. C'est bon? Bah oui, c'est bon, mais donc vous pouvez recommencer, ça a coupé tout au début. Okay. I repeat. Continue with our second guest, Jose Francisco Camarena Lopez, will present us IP's liability in Mexico, recent reforms to the copyright law. Jose Francisco Camarena has a Bachelor of Laws by the Universidad Iberoamericana de Mexico, receiving an award for his thesis on software protection. He earned a Master of Laws at Duke University School of Law in United States of America. He has practiced law for more than 15 years. Currently, he is partner in an IP and data privacy in the law firm Cancino Ayuso Abogados in Mexico City. He has also worked in the Mexican public sector at the Fondo de Cultura Económica, heading the Intellectual Property Department, as well as for the Mexican Institute of Industrial Property and the Ministry of Foreign Affairs. He teaches intellectual property law, administrative law, and public policy and commercial contracts at the prestigious Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Further, he collaborates with WIPO Academy as a tutor for the distance learning program and with the Center for Internet and Society at Stanford University in a comparative study in intermediary liability regimes for Internet service providers. He has also participated as a speaker and moderator in numerous international conferences, seminars, and workshops on intellectual property topics. Welcome, Monsieur Camarena. Please feel free to start whenever you're ready. Thank you. Well, thank you all. And I just want to thank Mr. Jan Basire and all the people, Teresa, and all the people at SAPI for inviting me to participate in this event. And well, actually, I just want to make a brief correction. The title of my presentation is ISP's liability, which is Internet Service Providers liability in Mexico due to the recent reforms to the Mexican copyright law. And well, basically, I want to begin by summarizing a little bit. Due to the time constraints, I won't have time to explain everything I wanted to compare with the American legislation on the matter, but I will have to restrict a little bit. And to summarize in a nutshell, well, in Mexico before 2020, we were basically a free land for internet service providers, online services, etc. And basically, we didn't have regulation as to internet service provider. And then, well, everybody was happy, everybody was having fun, no restrictions. And well, not everybody, collecting societies were not having fun, but obviously, and they were complaining and lobbying for that. But in a way, we saw it coming because the United States first, and they led in this effort to regulate intermediaries online. And they produced legislation since 1996, a Communications Decency Act, and then in 1998, the Digital Millennium Copyright Act that implemented the WIPO copyright treaties, etc. And then following up legislations in Europe as the e-commerce directive and the copyright directive, and basically following this trend that was initiated in the United States of America. And then, well, we avoided it for some time. But lastly, we signed the TPP 11, the Trans-Pacific Partnership Agreement,
And even then, even if that treaty included dispositions or provisions regarding internet providers, they were suspended. And so we avoided it again. But I mean, it was unavoidable, and now we have it. It's there, and it's a reality in Mexico due to the recent reforms, a reality not without challenges that we'll talk about them later. So basically, the key point here is when all this regulation began is how do we control infringing content online? And I'm not saying only copyright infringing content, but also the fact is that it began regulating pornography and sex trafficking and other things, and then copyright infringing content. So basically the question is, how do we control this content online? And chasing individual users, websites, and content, user-generated content was very difficult, costly, time-consuming, and not feasible. And therefore, well, they decided in America we have to put the burden on the intermediaries, on the internet service providers. So if we squeeze at the top, maybe we gain some control on the overall system and regulate this content. And that's what they did, and they thought that it was a good idea. But they also thought that there was a risk, and they have to reach a balance in order to preserve the dynamics of the web online, and also other things such as free speech, etc. And basically what happened is that they created safe harbors. They created certain zones or exceptions, and if you qualify for those exceptions, you might not be responsible for the infringing content. But if you do not, and then you do not comply with certain requisites, then you would be responsible for those infringements and that content. And basically, they devised these safe harbors. You would not be responsible as an intermediary if, for example, you were just a mere conduit. You were just transmitting, connecting points, routing, and just transitory digital network communications. And then they also devised another one for caching. If you only provide services for temporary storage of information, that you're going to be accepted also. Hosting, if you just host websites of third parties, well, that's another exception. And if you're a search engine, an information location tool, you would always be exempted because you only direct people to other, maybe to infringing content, but in other websites or hyperlinking, etc. And that's the way they do it. And then I'm going to share, I just wanted to summarize a little bit. Let me share screen with you. I don't know if you're already seeing it. I think you are. Let me try to shift to full screen. Okay. And then basically what happened is that in Mexico, we had no ad hoc legislation, such as the US Digital Millennium Copyright Act. And the Mexican copyright law did not make internet service providers liable, not provided any safe harbors, excluding liability in certain situations. And the Mexican copyright law also does not provide, for example, with exceptions and limitations to copyright or neighboring rights in connection with the activities of ISPs or other intermediaries. Also, the Mexican copyright law does not establish secondary liability as the American law does, like vicarious liability or contributory infringement, but only direct infringement. So those were the problems we had to adapt. But then, as it has been said, the amendments to various provisions to the Mexican federal copyright law were approved to conform with the dispositions of the new free trade agreement, the USMCA, that was published and entered into force on July 1st, 2020. And also on July 1st, 2020, an important reform to the Mexican federal copyright law was published in the official Gazette of the Federation. And although Mexico, as I told you, had already signed the TPP-11, 11 provisions contained in Chapter 18, including those related to ISP's liability, were suspended and didn't enter into force. So basically, the amendments of regarding this USMCA Chapter 20, Articles 2087 and 2088 include basically two major articles. Article 114 Septies, that defines what an ISP is,
distinguishing between internet access providers and online services providers, but both shall be considered ISPs for purposes of the law. And then another Article 114 that provides the safe harbors and the famous or infamous notice and takedown procedure. Internet access provider, well, this a very convoluted drafting of these articles and definitions, but let's say that the internet access provider simply is the one that provides access to internet communications, for example, your internet subscription services. And on the other hand, internet online services provider is defined as the person, legal or natural, that conducts any of the following functions: caching or temporary storage as an automated process, hosting of websites, routing or connecting users to a website through search engines, directories, etc. For example, websites, you name it, YouTube, Dropbox, search engines, etc. Those will be qualified as internet online services providers. Article 114 includes a general exception from liability. It's very general. You're not liable for damages and prejudice caused to copyright for the infringement to such rights, provided that you do not control, initiate, or direct the infringing conduct. So as long as you don't do this, you're safe, okay? So these safe harbors change from internet access providers contained in Section 1 than for online services provider contained in Section 2. The safe harbors in general for internet access providers is that they do not initiate the transmission of the materials or content, and they do not take part in the selection, arrangement of the materials or content itself. And they shall not tamper with technological protection measures established for that effect. As to online service providers, what we have is that you're not liable as long as you promptly and readily take down, remove, block, or eliminate access to any content displayed, made available, or transmitted without the authorization of the copyright owner. This is what we call the notice and takedown procedure in Article 114 Octis. Once a provider has become aware of the existence of an alleged or presumed infringement, that's the problem, is a little bit ambiguous, either by received notice from the rights owner or a representative, or by a resolution issued by a competent authority. In both cases, the provider shall take the necessary measures also to prevent that the same content or material may be uploaded again. So first you receive a notice from a representative or a rights owner, and you have to take down this content. So they are required to remove the content if you receive the notice, but that's following more or less the path established by the United States legislation. But we also have in the reforms to our law, a unilateral takedown, more problematic under Article 114 of this. It says, when an IOSP takes down, removes, blocks, or eliminates access unilaterally and in good faith, it's a unilateral action and in good faith, to any content or material to avoid copyright infringement. Here's a problem, because basically this intermediary is becoming a de facto authority on IP rights. How is the service provider going to judge if there is a copyright infringement or not? But he's charged with that duty, because to be safe and not be responsible, he might take down content unilaterally to avoid infringement. Of course, provided that they take reasonable measures to notify the person whose content is removed. They have to notify you. But we're unclear as to the legal recourse available for me, for the user, for example, if my content is taken down. Do they have to restore it? There's no restoration obligation that they have to upload again my content. So it's not clear. It's unbalanced also, and we're going to show later why. Other requisites that providers have is, for example, having a policy that comprises the closing of accounts of repeat infringers, or the use and not tampering with technological protection measures, and also that they do not receive financial compensation derived from the infringing conduct, okay?
when the provider has the right and capacity to control such infringing conduct. And so those are the general requisites to avoid being responsible for intermediaries. So now, the problems with the notice and takedown procedure generally, well, there are some characteristics included in the law, requisites for the notices, for example. How do you notify? Those shall be further clarified in the regulations. We're still awaiting for the regulations to this law that they should come on January. But the first thing is, how do you show legal standing or ownership? How do you do it? There's no requisite, a formal requisite to do it. And they say that notices shall only declare or manifest that you have a certain interest or title on the matter, but there's no requisites as to how you show this. And even more so, for the counterclaim system, they take down your content and then you counterclaim, you counter notice. And the user content that is removed, you submit your counter notice to defend your allegedly infringing content, but how do you do it? We're unclear as to the elements. And then the internet service provider shall restore the content when they receive your notice. But unless legal action is taken within 15 days. So basically, they take down your content, you counter notice the intermediate service provider, and then they put it up again. They restore your content. Unless within a 15-day term, there's a judicial action taken before the courts. But this is a little bit unclear and unbalanced because on the one hand, for notices to the internet service providers that are served by the right owners, they shall only declare and manifest interest. Whereas, for example, for your counter notice, you are the individual whose content has been taken down, you have to provide proof, actual proof that you are the titler, that you have authorization, that you're the owner of the rights. So it's a little bit unbalanced and it's unclear how it's going to work yet. Of course, there are certain safeguards to ensure that the notice and takedown system operates correctly. The amendment foresees fines for making a false statement in a notice or in a counter notice. If you falsely declare that you are the owner and you're not the owner, or that is causing you damage and is not. So that's another thing that you have to take into consideration, and there are sanctions established for that. Now, problematic issues have been avoided in the United States and elsewhere by first, 3 principles: establishing safe harbors, no? And even if the service provider does not qualify for the safe harbors, you're not automatically liable. Doesn't mean that you're automatically responsible. It was a negligence-based intermediary system. That means you're only responsible when you have been notified and you did not take action. You did not remove the content. Otherwise, you're not responsible. And also, another principle was a no monitoring, policing, or filtering obligation for intermediaries. Intermediaries cannot be turned into a police and be checking all the contents online that they transmit, because this is a heavy burden on put on intermediaries. I can get into details of other cases that have happened in Brazil, France, because I don't have time, but courts have been imposing Google, for example, an obligation to monitor future infringing contents. And that's a heavy burden for intermediaries and affects also the dynamics of the web. The problems with the recent amendments are basically the following. They go beyond the requirements of our treaty, of the USMCA, and they even go beyond the DMCA of the United States. Why? We're not sure, because of the pressure of collecting societies and certain special interests, but we went beyond USMCA. We didn't have to include many of the things that we included. That happened also in the reforms to industrial property law and other reforms, but that happened. And it also, well, it seems that they exempt ISPs from actions by network users, assigning them the burden of the proof to evidence that they do not control, initiate, or direct infringing conduct. But this seems like an excessive and disproportionate burden for intermediaries. And there is a strict requirement also for intermediaries to remove content. They must honor all takedown demands
even overreaching ones, or they could face huge fines. So they have a pressure to remove content. And if you're a provider or intermediary, what are you going to do? Of course, you're going to err on the side of caution because you want to avoid sanctions. So basically, you're going to be tempted to remove and then discuss. That's the problem. Now, another problematic issue, Article 232. It requires intermediaries to disclose anyone claiming to be an infringer upon rights holder to obtain personal information of the alleged infringer. And of course, there are data privacy and censorship issues there, because who will complain or criticize when the personal data can be retrieved and disclosed easily and based upon those facts? So that's another problem. Also, there's another problem. Internet service providers or online service providers shall comply with takedown requests for mere links to an allegedly infringing website. But linking is not an infringement in the US or Canada, obviously because of reasons of free speech, because you need that dynamic. I'm referring you to another website. I'm not the one responsible for that, but our law is making them responsible also. And obviously, the more problematic aspects deal with due process, legal certainty, and procedural safeguards of the notice and takedown mechanism. It lacks clarity, is ambiguous, and as I told you already, there are unbalanced standards for notices and counter notices. So it seems that the corporations and that the rights holders associations have more power. They don't have the same standard of proving, and whereas users or people that have taken down their content face a different hurdle. Of course, there's a possibility of chilling effects on freedom of speech. Why? Because intermediaries are going to be tempted to block, remove content before being sanctioned or being held liable. That's natural. There's an ambiguous language as to the requisites for ISPs to comply with a notice. When do you have to comply with a notice? They only say certain knowledge of an alleged infringement. But what's an alleged infringement? Who decides that? If you haven't appeared before a court of law or before an administrative authority that can judge properly these facts. Another thing is the appropriate enforcement by authority that really worries me, because I don't think that our National Copyright Institute has the necessary qualified personnel to do this and to monitor and to really perform these functions, not even the necessary budget. But well, that's another story. We are still waiting for the regulations to this law to detail certain issues. As I told you, maybe next year we'll have the regulations. And although initially we thought that we had good news because no general monitoring obligation was imposed on the intermediaries, they don't have to control this. Article 114 Octis says that they shall not be obliged to supervise or monitor their systems or networks to actively search for possible copyright violations. And then we said, well, this is great, no monitoring obligations, but when reviewed closely, they introduce a de facto monitoring or filtering obligation, because they tell you that you have to make reasonable efforts or measures to prevent the same infringing content from being uploaded again. So they took it down and they have to take measures to avoid that content to be uploaded again. So basically, you're really having an obligation to monitor or to filter. Only it's not so visible, but it happens. Finally, I want to mention that we already have a constitutional challenge filed by the National Human Rights Commission, by the Mexican Ombudsman, on August 3, 2020, before the Supreme Court of Justice in Mexico. And it's an action that was fostered by a coalition of several NGOs dealing with digital rights and free speech, like R3D, Article 19, etc. And it was admitted before the Supreme Court on August 7, 2020. What are they saying? What are the arguments? The arguments are that basically these amendments are violating several constitutional or fundamental rights. For example, the ones provided in Articles 14 and 16 of the Mexican Constitution,
that deal basically with legal certainty and due process. This regarding the notice and takedown. Article 14 basically says that no one can be deprived of his freedom, his rights, properties without a trial before courts, with all the formalities of court procedure. And the notice and takedown apparently does that. Article 16 mentions that no person shall be disturbed without a judicial order or written order from the competent authority. Again, the notice and takedown poses problems as to this constitutional right. And finally, it poses problems regarding Articles 6 and 7 from the Mexican Constitution, freedom of speech, because no law or authority can establish prior censorship. And the Human Rights Commission basically considers that there's a prior censorship as to the activity of intermediaries when they decide that there's an alleged infringement or presumed infringement, and they act upon that unilaterally. So that's another problem. And in Mexico, only after the charges have been proven judicially before courts, you can be deprived because you've been hurt. But here, obviously, it is obvious that there are certain problems with these amendments, and those are the ones that are being challenged at the Supreme Court in Mexico. And with that, I leave it there. I mean, it's a long topic. It has many dimensions, but I try to cover most of them. So thank you very much for your attention. Thank you very much for your interesting presentation, Monsieur Camarena. Does anyone have any questions? Let's see. We have one from Alban Lazabe, which says, considering the sanitary, security, environmental dangers for consumers and reputational and economical risks for Mexican SMEs, don't you think that such an ISP's liability is a necessary amendment to help the SME that do not have the financial and the technical means to fight alone against online infringement, of course, with adjustments regarding freedom of expression, as you said? Yes, I mean, I think that, of course, I think that the provisions were necessary, and we needed to have at least a certain mechanism to deal with these problems, because we also have to balance with the rights that content producers, rights holders have. Yes. On the other hand, I don't think my complaint is that, I mean, we were expecting it, we needed it, but not in this fashion. I mean, I think that it could be done in a better way and in a more balanced way. And it's also, for me, is the ambiguity in certain dispositions. I mean, we're still waiting for the regulations, as I've said, but really is about the drafting is poor. It seems that it was just carried away under pressure. And I don't know, I don't think that it was a great way of doing it, although we need to do it, and he's right. I mean, we need to do it, but it's just not the way in which we should be doing it. That's basically the problem. Okay. We have another question. Do you have dynamic injunctions against intermediaries in Mexico? No, the thing here is, actually, for example, I didn't have time to explain that, but in the United States, the safe harbors do not make you immune to injunctions, for example. Mm-hmm. And here in Mexico, we have injunctions, we have those actions. The problem is that, for example, we don't have secondary liability, we didn't have a contributory infringement, so only direct infringement. And the problem in many internet cases dealing with copyrights was that who is really infringing upon the copyrights? If you're only contributing to that infringement, we only had either subjective liability, civil liability, subjective liability, or objective, responsabilidad objetiva, as we say in Spanish. Is when you put in motion or in function an object that might cause harm to third parties, okay? And so that's the only way in which one could really regulate these intermediaries when they're not the direct infringers.
So yes, you can have an injunction to stop certain illegal activity, but the problem is how you're going to attribute responsibility. And therefore, these measures, as the Americans also had, were precisely put in place to put the burden on somebody and attribute a secondary liability to intermediaries. But yes, we could now exercise civil actions also. Okay. Okay. If I may, I have one question. Actually, I would like to know if you have a similar system for the other IP rights, like a trademark or design, because obviously we have also the same issue, even if it's maybe less important as for copyright. But I think for trademark, the liability of eBay, of Google, with the AdWords systems, yeah, I would like to know if you have a similar system for trademark or design. No, not like a liability, an intermediate liability system. No, I mean, it's the first time that it's been introduced, and it was precisely introduced only for copyright law, for copyrights, for exclusive rights on copyright, but not for other intellectual property protections. So basically, it's limited right now because all the articles mention violations to this law. Okay, so basically, that's what we have. Although there are other ways to impede that. I mean, you would have to pursue through INPI, through the Mexican Institute of Industrial Property. You would have to prosecute as an infringement, trademark infringement, etc. But it's difficult. It's obviously more difficult to do than with procedures such as this one, as this mechanism. You have to go case by case and prove infringement. Yeah. So does it mean, for example, it will be possible to consider the liability of Google for the AdWords system on the basis of trademark law? It would be very difficult. I mean, actually, there have been actions that, well, they were solved in the outcome was, the first one was because a jurisdictional problem that they're really with Mexican authority didn't have jurisdiction because they were not operating here or the server was not in Mexico. And basically the infringement has not been committed in Mexico, for example. And that happened in the first cases. But actually like a system or more cases or case law regarding that, we don't have much. We don't have much. We will, I think that derived from these reforms, yes, we will begin to see more and more. Okay. Yes. Thanks a lot. Yeah, it was my last question. I would like to know if there is a process in order to implement and to adopt before such a system for the other IP rights. So, as we said, maybe it will be the case. Yes. Thank you. And if it comes, I hope it is more balanced than this one. Yeah, but you know, actually, it is almost the same problem for each country who has a liability system for the ISP. In France, it was also the question concerning, you know, the question of the freedom of speech. For example, it is the same on how Google can assess the alleged infringement before that jurisdiction said something. So I think the question is the same. The issue is the same in each country. Yeah, but at least, well, you have Adobe and like a more collegiate way. I don't know if Adobe is a good system, to be honest. No, but yeah, you have the three strikes and you're out formula that I don't know if it's, but that's true. So okay. Thanks a lot. No, thank you very much. Monsieur Camarena, is there anything else you would like to mention or add? No, thank you very much. I just want to thank again Jan and all the people at CEIPI for inviting me, and all my colleagues also, Marta and Cynthia. No, thanks a lot. Thank you, Monsieur Camarena, for your presentation. So
Cynthia Solis is our third and last guest tonight, and she will present les points clés des réformes aux lois de propriété intellectuelle. Cynthia Solis holds a doctorate in private law and criminal sciences from the University of Paris-Saclay and Paris-Sud. She also has a master's degree in technical innovation law from the University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne, and Paris-Sud, and a law degree from the Law School of the Universidad Nacional Autónoma de México. She holds a master's degree in translation from the Colegio de México, a master's doctorate in legal sciences from the Universidad Panamericana, as well as various diplomas and training courses in intellectual property, internet governance, and cybercrime. Mrs. Solis has worked for the Chamber of Deputies, the Mexican Institute of Intellectual Property, and various national and international companies. She is currently a partner of the international consulting firm LexInf and coordinator of the Personal Data Protection and Transparency Committee of the Mexican Bar Association. She has taught in various academic institutions in Mexico and abroad. Also, she is a guest lecturer at CEIPI. She is a researcher at the Center for Studies and Research in Immaterial Law of the University of Paris-Sud and Paris-Saclay. Welcome, Ms. Solis. Please share your thoughts with us. Thank you so much. Bonjour à tous. Bon, plutôt bonsoir. Et merci bien CEIPI, Teresa, Karina et aussi Monsieur Assir pour l'invitation. Aujourd'hui, je vais vous parler des points clés des réformes aux lois des propriétés intellectuelles. Tout à l'heure, je vais présenter une petite... voilà, ça c'est bon? C'est bien? D'accord. Bon, il faut commenter que, comme tout à l'heure avait dit M. Camarena, à vrai dire, cette réforme des lois ont été aboutie dans un endroit assez polémique, assez controversiel, parce que, en fait, le législateur mexicain a fait une procédure accélérée, disons, parce que des dimanches à mardi, nous avons déjà, dans les deux chambres, les réformes acceptées. Pour la plupart de la population et aussi les collègues ont dit que bon, c'était à cause de la pression politique pour la signature de l'accord de libre-échange qui aussi Martha a dit tout à l'heure. Et puis voilà, c'est ça. Il y a bien sûr des ressemblances entre les droits mexicains et les droits français. On vient de la même tradition juridique. Les concepts de base sont plus ou moins les mêmes. Et Convention Berne, Convention Paris. Au lieu d'avoir un code de la propriété intellectuelle comme vous, nous avons deux lois différentes. La loi fédérale du droit d'auteur, qui c'est déjà un petit peu ancienne, et avec les réformes, on essayait de faire un peu plus dynamique. Et aussi la loi de la propriété industrielle, qui maintenant, elle est morte. Et nous avons une toute nouvelle loi de la protection de la propriété industrielle. Et par rapport aux autorités administratives, nous avons l'Institut national du droit d'auteur et l'Institut mexicain de la propriété industrielle. Tout ça pour dire que pour ce qui concerne le concept de base, c'est à peu près la même chose dans les lois qui se ressemblent aux droits français, mais il y a certaines différences, bien évidemment, parce qu'il y a aussi une relation assez proche avec nos voisins du Nord, c'est-à-dire les États-Unis. Et bon, voilà, forcément, ça oblige à faire des certaines modifications aux lois pour avoir une relation plus ou moins moyen bien. Voilà. Bon, je vais vous parler des points clés des réformes aux lois de droit d'auteur. Certaines de ces réformes, pour moi, n'étaient pas tellement nécessaires, mais quand même, et ça fait longtemps, je pense qu'il y a 10 ans, qu'il y a des différentes initiatives de réformes et pour actualiser, pour réfléchir un petit peu les concepts de la loi de droit d'auteur. Il y avait pas mal de personnes de l'industrie culturelle qui disaient, bon, est-ce que maintenant, les créations numériques ne sont pas très bien protégées,
à l'égard de l'Internet, les auteurs ne se sont pas très bien protégés, etc. Donc, c'est pour ça qu'une des premiers points, c'est l'introduction des concepts de technologie, disons. Comme quoi, la définition d'Internet, bande puissante, les fournisseurs de services Internet, comme tout à l'heure, M. Camarena vous avez dit, et aussi les moyens techniques de protection, que je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Aussi, comme M. Camarena vous avez expliqué tellement bien, les régimes de co-responsabilité des prestataires de services Internet. Je vais vous dire que bien sûr, les prestataires de services Internet, on n'était pas contentes du tout, et parce que même si la plupart, disons, les grandes boîtes des prestataires de services Internet, surtout les intermédiaires, disons Google, Facebook, Twitter, on était déjà obligés par la Digital Millennium Copyright Act parce que ce sont des prestataires américains, nord-américains. Et ils n'en étaient pas très contents que maintenant, pour la loi mexicaine, étaient aussi obligés de mettre en place certaines procédures pour la notice and takedown. Donc, cette introduction des demandes de retrait des contenus a été établie dans la loi, même comme M. Camarena, vous avez dit tout à l'heure, ce n'est pas encore très clair comment ça va marcher parce qu'il y a des concepts qui sont assez ambigus. Par exemple, ce concept d'un média, on ne sait pas si un média, ça veut dire 15 minutes, un jour, une semaine, un mois. Ou comme au Mexique, on a un mot en espagnol, qu'on utilise beaucoup en espagnol, qui c'est ahorita. Et c'est une unité de temps complètement... on ne sait pas exactement combien de temps c'est ça. Donc, bon, c'est ça. Et on attendra les règlements pour savoir comment ça va marcher. Aussi, l'introduction des moyens techniques de protection et de gestion des droits numériques. Ça, en France, vous connaissez très bien cette idée des concepts. Il y a un côté qui c'est les moyens techniques en soi-même et aussi les côtés DRM, gestion des droits numériques, qui aussi, c'est déjà très, très connu en France. Mais bien sûr, il y a aussi des régimes d'exception. Quand, après la publication de la loi, aussi a généré de la polémique entre la population parce que pas mal d'entre eux, on disait, bon, et après, qu'est-ce qui se passe? On était obligé carrément d'aller chez les prestataires, chez les fournisseurs, chez les boîtes des fabricants. Et c'est une sorte de monopole. Et après, qu'est-ce qu'on va passer avec nos appareils numériques? On est obligé tout le temps d'aller directement chez les fabricants et on ne peut pas utiliser, utiliser les services des autres prestataires. Qu'est-ce qui va passer? Bon, il y a aussi des régimes des exceptions. Bien sûr, grâce à Dieu, l'interopérabilité, s'il y a des certaines modifications aux plateformes, grâce à l'interopérabilité ou en cherchant l'interopérabilité avec des autres systèmes, ça c'est possible. C'est aussi l'exception de sécurité informatique, surtout, ou bien évidemment, notamment pour les autorités mexicaines. La bonne foi, encore, c'est un concept qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui rentre dans les concepts de bonne foi, mais j'espère que dans les règlements, ça va être plus clair. La protection des enfants, c'est-à-dire toutes les modifications aux plateformes, aux équipes, en cherchant que les enfants ne puissent pas accéder à certains contenus, à des connexions, des pages dangereuses, etc. Et aussi l'académie et recherche. Et aussi pour les personnes malveillantes et tout ça, handicapées, quoi, qui ont besoin de faire des changements, des adaptations aux plateformes, aux logiciels, pour que ça puisse fonctionner pour eux. Et aussi pas mal des augmentations de peines. Et, normalement, au Mexique, la première partie, c'est des sanctions administratives, c'est-à-dire des amendes. Et ça aussi a monté. Et aussi les condamnations pénales dans les codes pénals.
Et pour ce qui concerne à ces points clés, à mon avis, franchement, c'est clair qu'on avait besoin d'un changement, d'une réforme des lois. Et personnellement, je ne pensais pas que ça passait comme ça, assez rapidement. Pour moi, c'était vraiment une surprise. Moi, j'étais en février dans le CIP en parlant de droit mexicain. Et voilà, tout a changé maintenant. Donc, tout ça que je vous parlais en février, maintenant, c'est fini. Il faut oublier, on change. Et puis voilà, c'est ça. Et il y a pas mal de personnes, surtout dans l'industrie, qui cherchaient, qui puissaient pour ce type de réforme parce qu'ils sentaient que dans le droit numérique, ils n'étaient pas protégés. À mon avis, l'ancienne loi de droit d'auteur fonctionnait. Ce n'était pas parfait comme tout, dans tout le monde. En fait, c'est vraiment, il y a toujours des opportunités de perfectionnement. Mais pour moi, ça marchait plutôt bien. Et maintenant, on a déjà certains concepts. On va voir comment ça marche dans la pratique. Et bon, voilà. Et pour ce qui concerne à la loi, à la toute nouvelle loi fédérale de la protection de la propriété industrielle, il y a certains points clés et je vais vous commenter quelqu'un. Bon, la première partie, je vais commencer des questions générales aux questions plus polémiques, disons, plus intéressantes pour moi, au moins. Bon, la rédaction. L'Institut mexicain de la propriété industrielle fait aussi les points, sauf que la nouvelle loi a une rédaction plus structurée, plus facile à comprendre, même pour la population. Il y a des commentaires que ce n'est pas nécessaire, même pas un règlement, parce que maintenant, c'est tellement très bien rédigé que c'est très clair que toutes les règles d'application sont déjà sur la loi, donc pas besoin de règlement, je ne sais pas. On va voir ce qui passe. Et maintenant, par exemple, en fait, tous les formats, tous les papiers qu'on devait régler pour les dépôts des marques, les dépôts des dessins modèles, sont en train de changer. On ne sait pas comment ça va finir. Bon, on verra dans les mois suivants. Et bon, disons que la rédaction, c'est plus facile à comprendre. C'est vrai qu'il y a des chapitres qui sont plus ou moins mieux structurés qu'avant, mais pour certains d'entre nous, on dit que c'est à peu près la même loi, c'est juste qu'on changeait en fait la place des articles. C'est pour ça que ce n'est pas très bon de s'apprendre par cœur les articles, parce que après ça change et on ne finit pas, et voilà, on ne finit pas pour avoir un speech. Donc, après, c'est vrai qu'il y a aussi il y a des éclaircissements des concepts. Par exemple, comme avant on parlait des marques, dans les droits des marques, des dessins qui se rassemblaient, en fait. Et maintenant, on dit tel quel. Qui se rassemble ou qui soit pareil à des autres signes distinctifs. Donc, ça, c'est bien quand même. Aussi, pour ce qui concerne au modèle d'utilité, la protection augmente de 10 à 15 ans. Et ça a été aussi poussé pour l'industrie. Comme Martha, vous avez expliqué, très bien expliqué, il y a des changements au brevet, certaines conditions de brevet, certaines exceptions au brevet, et aussi au secret industriel. Pour ce qui concerne au concept des secrets industriels, c'est plus précis pour l'instant. Et aussi, ils ont introduit certains articles qui remarquent quelle conduite et quel type de sanctions peut arriver par l'utilisation, l'appropriation des secrets industriels, soit par eux-mêmes ou par des autres. Et voilà, on arrive à cette dernière partie qui pour moi sont les plus intéressantes. La première partie, c'est l'introduction d'un chapitre de conciliation. Normalement, on a des procédures administratives en cas, par exemple, des mauvaises utilisations, utilisation sans autorisation d'une marque. On a une procédure administrative qui s'appelle déclaration administrative
des usages de marques non autorisés. Et puis, même si la procédure administrative a commencé, l'Institut va chercher tout le temps d'aboutir à une conciliation entre les parties. Donc, c'est possible d'établir une procédure de conciliation. Et même si l'Institut ne va pas participer dans cette conciliation, il va rester comme ça, mais à la fin, va chercher d'aboutir à un accord formalisé et bien signé pour les parties. Et la partie, je crois, la plus intéressante pour moi, et dans la pratique, c'est la possibilité de qu'une fois que les parties ont abouti à avoir cet accord déjà signé et très bien formalisé, ça va avoir la valeur de choses jugées. C'est-à-dire, ça va donner la fin de la procédure administrative. Et je crois que c'est vraiment l'introduction de cette partie de conciliation, c'était vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'Institut, comme partout dans le monde, je pense qu'il y a un pays, c'est la même chose, mais maintenant, c'est débordé. Après la pandémie, c'est encore plus débordé, donc c'est la cata, vraiment. Normalement, une procédure administrative prenne entre un an et demi, d'accord, pour avoir une résolution de l'Institut. Donc, pour l'instant, ça va être plus facile pour tout le monde pour aboutir à une conciliation, bien évidemment, avec on va chercher tout le temps davantage pour les parties. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne, mais pour moi, c'est très intéressant. Mais on arrive à la partie, je crois, plus polémique, mais aussi plus intéressante de changement. C'est la possibilité, maintenant, l'Institut a des facultés et la possibilité d'établir les dommages-intérêts. C'est-à-dire que sans avoir besoin de passer pour une autorité judiciaire, que normalement c'est comme ça, une autorité judiciaire de caractère civil, l'Institut va pouvoir établir les montants des dommages-intérêts. Et ça, il y a une partie des collègues qui sont d'accord, il y a une autre partie des collègues qui ne sont pas d'accord. Pour moi, je crois que c'est très bien parce que normalement, dans une procédure maintenant, je pense que pour avoir vraiment un montant de dommages-intérêts, ça prend 7-8 ans. Donc, c'est la cata. Parfois, les titulaires de droit morts sont déjà mortes. Et après, ah voilà, on a déjà les montants de dommages-intérêts. Merci. Mais il y a aussi pas mal de critiques autour de cette nouvelle faculté de l'Institut de pouvoir établir les dommages-intérêts qui ont été causés par les conduites illicites. Et puis voilà, je vais vous présenter les points clés assez rapidement des réformes et les points qui surtout pour moi sont les plus intéressants. Donc, je suis prête pour vos questions. Merci bien. Thank you very much for your insights, Ms. Solis. Really, really interesting. We don't have questions in Facebook right now, but I'm sure you can still send us your questions in the chat. At the moment, there are not. I don't know, Monsieur Bassier? Oui, j'ai une petite question, Cynthia. J'aimerais qu'on revienne sur le système des dommages et intérêts. Est-ce que tu peux l'expliquer un peu plus en détail? J'ai pas bien saisi. C'est-à-dire que l'Office, désormais, est en mesure de prononcer des dommages et intérêts dans des procédures contentieuses. Exactement, c'est ça. Donc, c'est ça. Et ça, c'est la raison par laquelle elle a été assez polémique, parce que normalement, ça, c'est une faculté réservée aux autorités judiciaires, non? Et c'est après, en fait, avoir, disons, une chose jugée, aboutir à toutes les étapes judiciaires des procédures. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment savoir s'ils sont ou pas causés des dommages-intérêts. Et maintenant, c'est l'autorité administrative, c'est l'Institut qui a des facultés pour établir pour les montants des dommages-intérêts causés par des activités illicites.
Et, pourquoi on s'est orienté vers ce choix? Pourquoi on... Alors, l'autre question, est-ce que c'est une compétence exclusive? C'est-à-dire que désormais, il n'y a que l'office qui est compétent, ou est-ce que les juges, donc le juge judiciaire, conserve une certaine compétence? Bon, c'est pas clair, mais bien sûr que les juges n'ont pas perdu en fait les compétences. En fait, ça va devenir dans plusieurs des jugements d'amparo. Parce que, bien évidemment, c'est une faculté qui est extraordinaire. Donc, je pense qu'à la fin, ça ne va pas aboutir à l'objectif initial de faire des procédures plus courtes. Et bien évidemment, les facultés des pouvoirs judiciaires n'ont pas été perdues. Ça continue. Sauf que maintenant, à la fin d'une procédure administrative, contentieuse, l'autorité peut condamner au paiement de dommages-intérêts. Et au-delà, en fait, c'est seulement la question de la rapidité de la procédure qui a conduit à cette réforme, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont poussé le législateur? Bon, je crois qu'il y a été surtout une pression de l'industrie, de pas mal de ayants droit qui ont poussé pour avoir des procédures plus rapides, plus certaines, je sais pas. Mais ça, pour moi, à mon avis, c'est ça. Parce que, bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui ne déclarent pas, que le législateur ne va jamais dire « Ah, bien sûr, on a été pressionné par l'industrie. » Non, bien sûr que non. Mais à mon avis, c'est ça. C'est l'industrie. Par exemple, en fait, tous les titulaires, les grandes boîtes qui croient des brevets, les grandes boîtes qui gèrent des marques, les grandes boîtes qui gèrent, par exemple, des questions de logiciels. Enfin, à mon avis, ce sont eux qui ont vraiment poussé pour que ça aboutisse à cette rédaction. Mais c'est vrai qu'on doit attendre à voir ce qui va se donner, parce qu'il y aura pas mal des actions judiciaires contre cette disposition. Enfin, l'autre question que je me pose, si l'office est, entre guillemets, donc le juge du contentieux, est-ce qu'il est compétent également pour prononcer des mesures liées à la preuve, comme de la saisie-contrefaçon? Est-ce que l'office est aussi compétent pour prononcer des interdictions provisoires? Est-ce que l'office récupère toute la compétence du contentieux? Oui, exactement, c'est ça. Il y a des moyens provisoires, il y a aussi enfin, voilà, il y a rien et tout, quoi. Il y a tout. Voilà. Mais alors du coup, l'office mexicain a embauché beaucoup de personnes, là. Enfin, j'espère, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont été comment on dit ça en français, virées. Ah bon? Avec la nouvelle, oui, bien sûr, avec la nouvelle administration, ils ont viré pas mal de personnes. Donc maintenant, je ne sais pas s'ils vont embaucher. Ils doivent embaucher des personnes, mais pas seulement plus des personnes compétentes, parce que maintenant, ça ne sert à rien d'embaucher n'importe qui. Il faut embaucher des personnes assez compétentes, et à mon avis, ils ne sont pas encore trouvés. Je crois que José veut peut-être ajouter quelque chose sur cette question, sur la compétence de l'office. Je vous vois réagir. Do you want to say anything about this special force of the Mexican office? Je suis absolument d'accord avec Cynthia, et ce sont les problèmes que la réforme posera. Et aussi, je ne sais pas si Cynthia va commenter sur ça, mais le problème, c'est aussi que les juges civils, tout peut réclamer des dommages-intérêts aussi, sans que l'Office de propriété industrielle, l'INPI, ait déjà déclaré une infringement, Une atteinte oui. au droit. Ça, c'est très bizarre. Donc ça signifie qu'on pourra intenter une action devant l'office, et que si par extraordinaire ça échoue, on peut quand même tenter sa chance devant le juge judiciaire. Oui. Il faut faire ça en même temps, en fait, en parallèle, en même temps. En parallèle même. Oui,
exactement. Et si l'office se prononce avant, ce qui sera le cas puisqu'on est sur une procédure plus rapide, est-ce que la juridiction civile abandonne? On ne sait pas, on ne sait pas maintenant. Enfin, C'est normalement, incroyable. ça devrait être comme ça parce que disons que c'est une chose jugée, mais je sais pas. Peut-être qu'à Et la donc, fin, c'est incroyable. la partie qui soit condamnée va dire écoute, c'est une résolution administrative, donc de toute façon, il y a la possibilité de l'appellation. Donc, à mon avis, ça sera comme ça. Oui, il y a des recours. Ah, donc, l'office rend une décision sur contentieux, il y a un recours. Le recours, ça sera devant qui? Devant une juridiction administrative ou une juridiction? C'est les tribunaux administratifs. Administratif, oui. Il y a une chambre spécialisée dans propriété intellectuelle. Quand même. Donc, puis, le recours sera amparo. Non, oui, amparo. I don't know how to say it. Je ne sais pas comment dire en français, mais c'est la constitutionnalité. C'est une procédure de garantie. Légalité. Non, c'est une procédure c'est un recours en légalité. Donc, si je résume, vous avez l'office qui rend une décision, un recours en légalité devant une juridiction administrative, et il y a un pourvoi qui est possible devant la Cour suprême administrative. Bien sûr. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Oui. Ok. Mais avec quand même cette garantie, comme José l'a indiqué, il y a une chambre spécialisée en propriété intellectuelle au niveau de la juridiction administrative. C'est extrêmement intéressant, puisque bon, vous connaissez peut-être le système en France. L'INPI, évidemment, l'Office français rend des décisions administratives. Alors, pas de décisions contentieuses, en tout cas sur les dommages d'intérêt. On va avoir des décisions sur le contentieux de la nullité, notamment désormais, sur le contentieux de la déchéance. Mais jusqu'à présent, en fait, les décisions qui étaient rendues, les décisions de rejet, les décisions rendues aussi sur opposition, c'est donc des décisions à valeur administrative avec un contrôle de légalité, mais devant le juge judiciaire. Et donc après, on pouvait évidemment former un pourvoi devant la Cour de cassation. Et en fait, vous voyez, on basculait de cette procédure administrative stricto sensu à une procédure en quelque sorte un peu hybride, alors que ça reste d'une procédure administrative, contrôle de légalité. Et en fait, il y a deux raisons qui expliquaient ça. C'est Jean-Marc Mousseron notamment qui l'écrivait. Deux raisons. La première, évidemment, c'est qu'on est sur du contentieux qui relève quand même du droit de propriété. Et donc, à partir du moment où on parle d'un droit, évidemment, éminemment individuel, on avait plutôt tendance à légitimer cela un recours vers le juge judiciaire, même si c'est un recours sur une décision administrative. Et puis, l'autre argument qui était donné, et justement, ça diffère de ce que vous avez au Mexique, c'est que justement, le juge administratif n'a aucune compétence dans le domaine de la propriété intellectuelle, et donc le juge judiciaire a une compétence sans pour autant qu'on ait des juges spécialisés en tant que tels, parce qu'on n'a pas on ne peut pas parler de vraie spécialisation en matière de propriété intellectuelle. On a des tribunaux compétents avec une compétence exclusive. Mais donc, on se dirigeait on a fait le choix de cette procédure un peu particulière pour ces deux raisons. Et je trouve ça extrêmement intéressant que vous soyez vraiment finalement dans une procédure qui est strictement administrative avec une chambre spécifique. Oui. C'est assez récent. La chambre spécialisée n'existait pas jusqu'à 2000. Il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est récent, c'est très récent, vraiment. Alors, je crois que ça a suscité quelques questions, Karina, je vous laisse les reprendre peut-être. Oui, merci. On a deux questions. Okay. À quelle étape de la procédure contentieuse l'Institut va établir le montant des dommages et des intérêts? Enfin, ça doit être jusqu'à la fin, au moment que l'attente a été déclarée. Et à ce moment, je pense que les parties, disons, affectées vont pouvoir prouver de certaines façons les dommages-intérêts ou comment ça a affecté ses droits. OK. Je ne sais pas encore si c'est très clair. OK, merci. Et la deuxième question, c'est à croire que l'Office transforme un juge ne risque
risque-t-il pas d'avoir un conflit entre l'office et le juge? Bien sûr que ça va arriver. En fait, on attend, on attend la première procédure parce que ça va être très, très intéressant. Je crois que ça va finir jusqu'à la Cour de cassation parce qu'il a tout le matériel pour arriver à la Cour de cassation. Donc, on va attendre. Je pense que ça va arriver 3-4 ans, quelque chose comme ça, au moins. Ok. Et si je peux me permettre une autre question, Cynthia, encore une fois, tu as bien insisté sur la question de la rapidité. Est-ce que pour enregistrer une marque, l'office est rapide? Quel est le backlog, en fait, pour obtenir une marque? Ben, je vais te dire une chose, tout a changé. Avant, il y a un an, normalement, les temps de la procédure, c'était entre 6 mois et 9 mois. Après l'implémentation de la marque en ligne, ça a changé un petit peu, ça a descendu à 4 mois à peu près. Mais maintenant, ça a été assez bizarre parce qu'avec la pandémie, l'Institut a resté fermé pendant 4 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et après, a été une procédure, à mon avis, accélérée parce que les dépôts des marques qui ont été faits en juillet ont déjà, la plupart d'entre eux ont déjà donné les certificats des marques. Donc, c'est assez bizarre parce que normalement, ça vraiment, c'est très accéléré parce que les temps moyens, c'est 4 mois. 4 mois les plus rapides. Mais maintenant, apparemment, on changeait. Mais aussi, c'est très important de dire qu'avec la nouvelle loi, normalement, avant, c'était un examen des formes, c'est-à-dire l'Institut examinait si a été bien rempli les formulaires et tout ça, et après un examen de fond pour savoir s'il y avait des antériorités, s'il y avait des questions par rapport à la loi qui empêchaient les dépôts de la marque. Et maintenant, ça a changé, donc c'est une procédure, disons, plus rapide parce qu'en même temps, l'examinateur va pouvoir faire l'examen de la forme et du fond en même temps. Donc, c'est pour ça que peut-être que ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des dépôts des marques ont été plus rapides maintenant, après la pandémie. On ne sait pas. Mais ce qui est au demeurant très rapide. C'est très rapide, en comparaison du Brésil qu'on a évoqué pour le premier séminaire de droit comparé. C'est incomparable. Parce que le Brésil, on est sur plusieurs années. Donc là, moi, je trouve que c'est extrêmement efficace. Je crois que pour les marques, l'enregistrement de marques, c'est très rapide en comparaison avec, par exemple, les États-Unis ou les autres pays. 5-6 mois, ce n'est pas beaucoup de temps pour obtenir une marque. Et même parce que le système d'opposition au Mexique n'est pas un vrai système d'opposition. C'est pas un vrai système d'opposition, oui, exactement, c'est ça. Et pourquoi ce n'est pas un vrai système d'opposition? Parce que ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, en fait, l'examinateur de l'application du dépôt des marques n'est pas obligé de prendre en compte les arguments de l'opposition. Donc, c'est une question, c'est un choix, quoi. C'est vraiment un choix. Oui, il peut décider sans tenir en compte les arguments de l'oppositeur. Donc, mais tu as le droit de les présenter et les procédures n'interrompent pas les procédures d'enregistrement de la marque. Donc, c'est très rapide pour ça, à cause de ça. Ouais, et aussi, il faut dire que dans la pratique, normalement, ce qu'il fait l'examinateur, c'est que même s'il n'est pas obligé de prendre en compte les arguments de l'oppositeur, normalement, ce qu'il fait, c'est de dire, OK, d'accord, je vais pas passer les dépôts de la marque, donc au moins, je vais faire par exemple, en fait, publier, je ne sais pas comment dire ça, mais je ne vais pas dire qu'au moins, il y a des antériorités des marques. Normalement, ça, c'est les critères, mais c'est une question pratique. Ce n'est pas dans la loi, c'est juste une question des critères de l'autorité, mais c'est une chose interne. Ok. La citation, la citation des antériorités.
J'ai une dernière question. On a beaucoup parlé donc des réformes, on a beaucoup parlé finalement de nombreux droits de propriété intellectuelle et industrielle. On n'a pas beaucoup parlé des indications géographiques. Est-ce il y a des choses importantes actuellement ou dans le futur ou sur les indications géographiques? Oui, ça aussi, dans les réformes, on était ajouté et un chapitre de respect aux indications géographiques. Et puis voilà, c'est ça. Maintenant, la loi a aussi pour objet la protection des indications géographiques dans l'étranger. Donc, Ça, tu veux dire c'est aussi des indications géographiques étrangères. Il y a une reconnaissance des indications géographiques étrangères. exactement des droits, oui, à l'étranger. Oui. Très bien, merci beaucoup Cynthia. Je ne sais pas si Martha souhaitait dire quelque chose, parce que je sais que les indications géographiques, c'est un sujet qui l'intéresse tout particulièrement. Non, 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 je n'ai rien à dire. Il y a un chapitre entier, mais il faut que je te dise encore à ce propos. D'accord, Alors, pour le prochain rencontre, je pourrais dire plus. d'accord. Là, je Merci. suis restée avec le brevet. Mais c'est vrai que c'est inquiétant la question des accords internationaux et tout ça. Vis-à-vis des indications géographiques, c'est quelque chose d'inquiétant. On les voit surtout ça au Mercosur, n'est-ce pas, avec l'Europe. C'est quelque chose d'inquiétant. Avec le fromage et tout ça, ça n'a pas été facile. Alors Karina, il y a une autre question, je crois. Oui, est-ce que cette rapidité dans l'attribution des marques n'est pas source de conflits en aval, parlant de conflits de marques? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Maintenant, par exemple, le fait il y a pas mal de dépôts de marques qui ont été faits et qui, à mon avis, n'étaient pas faites, n'ont pas pris en compte vraiment des confusions avec des autres marques. Donc, on a déjà certains titres de marques qui, à mon avis, on n'était pas très, très bien. J'ai oublié les mots, je suis désolée. Mais bon, bien sûr que maintenant, et ça va donner un certain conflit dans 12 ans, quelque chose comme ça au maximum, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous disent déjà, hey, écoute, non, ça va pas. Y compris un dépôt de marque que le président Bien sûr, qui a été fait dans un mois après la publication. Oui, oui. Que le président a tenté de enregistrer son nom comme une marque. Ouais. Le président et sa femme. Merci. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions, Non. Karina? Non, on n'a pas plus. Bah, écoutez, il est 18h53. Okay. Miss Solis, is there anything else you would like to add to the presentation? Moi, je vais dire comme coming soon. il y aura des nouvelles et très tôt pour savoir, parce que c'est très bien dans les papiers, mais il faut attendre la pratique. À mon avis, ça va donner pas mal de problèmes. Et comme M. Camarena a commenté tout à l'heure, il y a aussi, par rapport à la loi fédérale des droits d'auteur, il y a aussi une décision judiciaire par la Cour de cassation qui est en train on va savoir qu'est-ce qui va se donner comme ça, parce qu'il y a pas mal des associations civiles qui ont levé la main contre cette réforme. Donc, on aura besoin de participer une deuxième fois l'année prochaine. La suite au prochain épisode. Exactement, c'est ça. Deuxième partie. Pas de problème. Okay. Alors, thank you everyone for your participation in this seminar, the questions, and thank you Ms. Jimenez, Ms. Solis, and Monsieur Camarena. We hope you enjoyed this session and we look forward to meeting you in the future webinars. And as mentioned before, if you would like to see the past episodes, you can visit our social media where I remind you that we are on Twitter, Instagram, Facebook, and LinkedIn. Have a lovely day. A bientôt.
Merci beaucoup. Effectivement, donc rendez-vous pour nos prochains séminaires. Le prochain séminaire droit et pop culture donc, se tiendra mardi prochain, le 8 décembre, et ça sera droit et jeux vidéo. Et jeudi prochain, on continue notre balade dans le monde. Et cette fois, nous irons en Russie avec le séminaire de droit comparé, avec notamment Natalia Kapierina. Voilà, un grand merci à l'ensemble des intervenants. Merci pour votre implication. Merci pour ces brillantes interventions. Et donc, à très bientôt pour le 2e épisode.